Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, on va continuer de lire et analyser le conte La Reine des Neiges de Andersen. N'hésite pas à écouter ou réécouter l'épisode précédent pour te replonger dans ce conte. Mais dans tous les cas, voici le résumé de ce qui s'était passé dans la première partie du conte. Les enfants, Kai et Gerda, étaient des amis inséparables. Puis, un malheur arriva. Kai a été blessé par des éclats d'un miroir magique. L'éclat qui était tombé dans son œil l'a rendu aveugle à la beauté et à la bonté du monde. Et un autre éclat du miroir lui glaça le cœur. C'était l'œuvre de la Reine des Neiges, qui était venue en personne dans la ville où habitaient les enfants pour amener le petit Kai dans son château de glace. Tu es bien installé? Alors écoute. Mais que disait la petite Gerda maintenant que Kai n'était plus là? Où était-il? Personne ne le savait. Personne ne pouvait expliquer sa disparition. Les garçons savaient seulement qu'il avait vu attacher son petit traîneau à un autre, très grand, qui avait tourné dans la rue et était sorti de la ville. Nul ne savait où il était. On versa des larmes. La petite Gerda pleura beaucoup et longtemps. Ensuite, on dit qu'il était mort, qu'il était tombé dans la rivière coulant près de la ville. Les jours de cet hiver-là furent longs et sombres. Enfin, vint le printemps et le soleil. « Kai est mort et disparu, » disait la petite Gerda. « Nous ne le croyons pas, » répondaient les rayons du soleil. « Il est mort et disparu ?» disait-elle aux hirondelles. « Nous ne le croyons pas, » répondait-elle. À la fin, Gerda ne le croyait pas non plus. « Je vais mettre mes nouveaux souliers rouges, » dit-elle un matin, « ce que Kai n'a jamais vu, et je vais aller jusqu'à la rivière pour l'interroger. » Il était de bonne heure. Elle embrassa sa grand-mère qui dormait, mit ses souliers rouges et toute seule sortit par la porte de la ville vers le fleuve. « Est-il vrai que tu m'as pris mon petit camarade de jeu ? Je te ferai cadeau de mes souliers rouges si tu me le rends. » Il lui semblait que les vagues lui faisaient signe, alors elle enleva ses souliers rouges, ceux auxquels elle tenait le plus, et les jeta tous les deux dans l'eau. Mais ils tombèrent tout près du bord et les vagues les repoussèrent tout de suite vers elle. Comme si la rivière ne voulait pas les accepter, puisqu'elle n'avait pas pris le petit Kai. Gerda crut qu'elle n'avait pas lancé les souliers assez loin, alors elle grimpa dans un bateau qui était là entre les roseaux. Elle alla jusqu'au bout du bateau et jeta de nouveau ses souliers dans l'eau. Par malheur, le bateau n'était pas attaché et dans le mouvement qu'elle fit, il s'éloigna de la rive. Elle s'en aperçut aussitôt et voulut retourner à terre, mais avant qu'elle ne réussît, il était déjà loin sur l'eau et il s'éloignait de plus en plus vite. Alors la petite Gerda fut prise d'une grande frayeur et se mit à pleurer, mais personne ne pouvait l'entendre, excepté les moineaux. Ils ne pouvaient pas la porter. Ils volaient seulement le long de la rive en chantant comme pour la consoler. « Nous voici, nous voici !» Le bateau s'en allait à la dérive. La pauvre petite était là, toute immobile. Les petits souliers rouges flottaient derrière, mais ne pouvaient atteindre la barque qui allait plus vite, encore plus vite. Peut-être que la rivière va-t-elle m'emporter près de Kai ?
pensa Gerda en reprenant courage. Elle se leva et durant des heures admira la beauté des rives verdoyantes. Elle arriva ainsi à un grand champ de cerisiers où se trouvait une petite maison avec de drôles de fenêtres rouges et bleues et un toit de chaume. C'était la maison d'une magicienne. La vieille femme avait accueilli la petite très chaleureusement parce qu'elle voulait la garder auprès d'elle pour toujours. Elle proposa à Gerda de se reposer un peu dans sa charmante maison et pendant que la petite lui racontait ses malheurs, elle se mit à lui peigner ses cheveux. À mesure qu'elle peignait les cheveux de Gerda, la petite oubliait de plus en plus son camarade de jeu. Ensuite, elle conduisit Gerda dans le jardin fleuri. Oh, quel parfum délicieux! Toutes les fleurs et les fleurs de toutes les saisons étaient là dans leur plus belle floraison. Nul livre d'images n'aurait pu être plus varié et plus beau. Gerda sauta de plaisir et joua jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers. Alors on la mit dans un lit délicieux, garni d'édredons de soie rouge, bourré de voilettes bleues, et elle dormit et rêva comme une princesse au jour de ses noces. Le lendemain, elle joua encore parmi les fleurs, dans le soleil, et les jours passèrent. Gerda connaissait les fleurs par leur nom. Il y en avait tant, et cependant il lui semblait qu'il en manquait une. Mais laquelle ? Elle ne le savait pas. Un jour, elle était là, assise, et regardait le chapeau de soleil de la vieille femme avec les fleurs peintes où justement la plus belle fleur était une rose. « Comment ?» s'écria Gerda. « Il n'y avait pas une seule rose ici ?» En repensant aux roses, soudain, Gerda se souvint de son ami Kai. « Oh, comment on m'a retardée !» dit la petite fille. « Je devais chercher Kai !» Et elle s'enfuit de la maison de la magicienne. Sur son chemin pour trouver Kai, Gerda rencontra un vrai prince et une vraie princesse qui lui ont donné un vrai carrosse rempli de craquelins sucrés, de fruits et de pain d'épices pour qu'elle puisse continuer son voyage. Mais son voyage dans ce carrosse ne fut pas très long. Il roulait à travers la sombre forêt et il luisait comme un flambeau. Des brigands qui se trouvaient là en eurent les yeux blessés. Ils ne pouvaient le supporter. « De l'or, de l'or !» criaient-ils. S'élançant à la tête des chevaux, ils arrêtèrent le carrosse et tirèrent la petite Gerda hors de la voiture. En captivité chez les brigands, Gerda entendit un pigeon voyageur parler de la Reine des Neiges. « Nous avons vu le petit Kai. Une poule blanche portait son traîneau. Lui était assis dans celui de la Reine des Neiges, qui volait bas au-dessus de la forêt. Nous étions dans notre nid, la reine a soufflé sur tous les jeunes et tous sont morts, sauf moi. »« Où la Reine des Neiges est-elle partie ?» cria Gerda. « Elle allait sûrement vers le nord, où il y avait de la neige et de la glace. Demande aux reines qui est attachée à la corde ici. Le véritable château de la Reine des Neiges est près du pôle Nord, sur une île qui est très difficile d'accès, » répondit le renne. « Oh mon Kai, mon petit Kai !» soupira Gerda. Au matin, Gerda raconta aux brigands, qui au fond n'étaient pas si méchants que ça, ce que le pigeon et le renne lui avaient dit. Pris de pitié pour la petite fille, ils la relâchèrent, sans le carrosse, mais lui laissèrent prendre le renne pour qu'elle puisse poursuivre son voyage et trouver son ami. Gerda pleurait de reconnaissance. Le renne s'élança à travers la grande forêt par les marais et par la steppe. Il courait tant qu'il pouvait. Les loups hurlaient, les corbeaux croissaient. Il courait de jour et de nuit. Ils arrivèrent au pôle Nord. Ils s'arrêtèrent près d'une petite maison très misérable. Le toit descendait jusqu'à terre et la porte était si basse que la famille devait ramper sur le ventre pour y entrer.
Il n'y avait personne au logis qu'une vieille femme qui faisait cuire du poisson sur une lampe à huile de foie de morue. Le renne lui raconta toute l'histoire de Gerda, car Gerda était si transie de froid qu'elle ne pouvait pas parler. « Hélas, pauvre de vous !» s'écria la femme. « Vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir. Le petit Kai est en effet chez la Reine des Neiges et il est parfaitement satisfait de son sort. Il pense qu'il se trouve là dans le lieu le meilleur du monde. Mais tout ceci vient des éclats du miroir qu'il a reçu dans le cœur et dans l'œil. Il faut que ces éclats soient extirpés, sinon il ne deviendra jamais un homme et la Reine des Neiges conservera son pouvoir sur lui. Mais ne peux-tu faire prendre à Gerda un breuvage qui lui donnerait un pouvoir magique sur tout cela ? Je ne peux lui donner un pouvoir plus grand que celui qu'elle a déjà. Ce n'est pas par nous qu'elle peut gagner son pouvoir qui réside dans son cœur. Tu déposeras la petite près d'un buisson qui porte des baies rouges. Ensuite, elle devra continuer le chemin seule, dit la femme en s'adressant au renne. Après avoir repris des forces, Gerda et le renne repartirent. Le renne n'osait pas s'arrêter. Il courait. Enfin, il arriva au grand buisson qui portait des baies rouges. Là, il mit Gerda à terre. « Je ne peux aller plus loin, dit-il. À partir de cet endroit, tu devras avancer seul. Hélas. » Gerda remercia le renne et se mit à courir en avant aussi vite que possible, mais des gros flocons de neige venaient à sa rencontre. Ils ne tombaient pas du ciel qui était parfaitement clair et où brillait l'aurore boréale. Ils couraient sur la terre et à mesure qu'ils s'approchaient, ils devenaient de plus en plus grands. C'était l'avant-garde de la Reine des Neiges. Mais Gerda continuait d'avancer dans le vent et le froid glacial. En attendant, regardons ce qui se passe dans le château de la Reine des Neiges. Les murs du château sont faits de neige étincelante, les fenêtres et les portes de vent coupant. Il y a plus de 100 salles formées par des tourbillons de neige. La plus grande s'étend sur plusieurs lieues. Toutes sont éclairées de magnifiques aurores boréales. Elles sont grandes, vides, glacialement froides et très étincelantes. Les aurores boréales luisaient si vivement et si exactement que l'on pouvait prévoir le moment où elles seraient à leur apogée, et celui où, au contraire, elles seraient à leur décrue la plus marquée. Au milieu de ces salles neigeuses, vides et sans fin, il y avait un lac gelé, dont la glace était brisée en 1000 morceaux, mais en morceaux si identiques les uns aux autres que c'était une véritable merveille. Au centre trônait la Reine des Neiges. Elle disait qu'elle siégeait là, sur le miroir de la raison, l'unique et le meilleur au monde. Le petit Kai était bleu de froid, mais il ne le remarquait pas. Un baiser de la reine lui avait enlevé la possibilité de sentir le frisson du froid, et son cœur était un bloc de glace. Il cherchait à droite et à gauche quelques morceaux de glace plats et coupants qu'il disposait de 1000 manières. Il voulait obtenir quelque chose. Il voulait former des figures des plus compliquées, ce qu'il appelait le jeu de glace de la raison, qui prenait à ses yeux une très grande importance. Il formait avec ces morceaux de glace un mot, mais n'arrivait jamais à obtenir le mot exact qu'il aurait voulu, le mot « éternité ». La Reine des Neiges lui avait dit « Si tu arrives à former ce mot, tu deviendras ton propre maître. » Mais il n'y arrivait pas. « Maintenant, je vais m'envoler vers les pays chauds, » dit la reine. « Je vais les blanchir et je reviens. » Elle s'envola et Kai resta seul dans les immenses salles vides. Il regardait les morceaux de glace et réfléchissait. Il réfléchissait si intensément que tout craquait en lui. Assis là,
raide, immobile. On aurait pu le croire mort gelé. Et c'est à ce moment-là que la petite Gerda entra dans le château par le grand portail fait de vent aigu. D'un coup, le vent s'apaisa, comme s'il allait s'endormir. Gerda entra dans la grande salle vide et glacée. Alors elle vit Kai, elle le reconnut, elle lui sauta au cou, le tint serré contre elle, et elle cria « Kai, Kai, mon gentil petit Kai, je te retrouve enfin !» Mais le garçon restait immobile, raide et froid. Alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine du petit garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur, firent fondre le bloc de glace, entraînant l'éclat de verre qui se trouvait là. Alors Kai aussi éclata en sanglots. Il pleura si fort que la poussière de glace coula hors de son œil. Il reconnut Gerda et cria débordant de joie « Gerda, Gerda, ma chère petite Gerda, où es-tu restée si longtemps? Où ai-je été moi-même ?» Il regarda autour. « Qu'il fait froid ici, que tout est vide et grand !» Il se serrait contre sa petite amie, riait et pleurait de joie. Un infini bonheur s'épanouissait. Les morceaux de glace eux-mêmes dansaient de plaisir, et lorsque les enfants s'arrêtèrent, fatigués, ils formaient justement le mot que la Reine des Neiges avait dit à Kai de composer, éternité. Il devenait donc son propre maître. Alors les deux enfants se prirent par la main et sortirent du grand château. Ils parlaient de grand-mère et des rosiers sur le toit, les vents s'apaisaient, le soleil se montrait. Kai et Gerda allaient la main dans la main, et tandis qu'ils marchaient, un printemps délicieux plein de fleurs et de verdure les enveloppait. Les cloches sonnaient, ils reconnaissaient les hautes tours de la grande ville où ils habitaient. Ils allèrent à la porte de grand-mère, montèrent l'escalier, entrèrent dans la chambre où tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait tic-tac, les aiguilles tournaient, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus des grandes personnes. Les rosiers dans la gouttière étendaient leurs fleurs à travers les fenêtres ouvertes. Leurs petites chaises d'enfants étaient là. Kai et Gerda s'assirent chacun sur la sienne. En se tenant toujours la main, ils avaient oublié, comme on oublie un rêve pénible, les splendeurs vides du château de la Reine des Neiges. Maintenant que ce merveilleux conte est terminé, plongeons dans son analyse. Ici, il est évidemment question d'émotions et du cœur. Parlons d'abord des émotions un peu. Tu sais que toutes nos décisions, on les prend avec nos émotions, d'abord. Ensuite, on va commencer à justifier ces décisions avec des éléments qu'on appelle rationnels, des chiffres, des analyses, des calculs, des raisonnements, mais au départ, toutes nos décisions se prennent avec nos émotions. Et on prend en moyenne entre 5 et 6 000 décisions par jour. Tu imagines ? On parle de tout type de décisions ici, même des décisions les plus insignifiantes. Par exemple, boire un thé ou un café ou tourner à gauche ou à droite. Mais 5 ou 6 000 décisions par jour, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a eu des études sur des personnes dont la partie du cerveau responsable des émotions était endommagée. Eh bien, ces personnes ne parvenaient pas à prendre des décisions élémentaires de la vie, en fait. Si on reprend le même exemple, tourner à gauche ou à droite, boire un thé ou un café. Donc, nos émotions nous sont plus qu'indispensables. Alors, puisque c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on les diabolise autant ? Pourquoi est-ce que les gens cherchent à réprimer leurs émotions aussi souvent ? Ou refusent de les ressentir, de ressentir quoi que ce soit d'ailleurs. Et particulièrement dans le monde de l'entreprise. Encore aujourd'hui, même si on a fait beaucoup de progrès, on est encore coupé de nos émotions.
On les cache, on les réprime, on passe à autre chose vite, 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 comme ça, pour que personne ne voit, ne remarque rien. On doit être fort, on doit être rationnel. Une émotion est encore vue comme une faiblesse. Et pourtant, c'est tout le contraire. C'est une force immense. C'est un super pouvoir qu'on devrait apprendre à utiliser dès le plus jeune âge. Pourquoi on n'enseigne pas la gestion des émotions à l'école? Parce que lorsqu'on se coupe de nos émotions, au mieux, on n'arrive à rien. Au pire, on se coupe du vivant en nous. Regarde ce qui arrive à Kai. Écoute, je vais citer le conte parce que c'est très significatif. Il regardait les morceaux de glace et réfléchissait. Il réfléchissait si intensément que tout craquait en lui. Assis là, raide, immobile. On aurait pu le croire mort, gelé. Ce passage du conte est extrêmement puissant. C'est impossible d'exprimer mieux, en fait, cette réflexion intense sur des morceaux de glace, raide et immobile. Tout craque à l'intérieur de lui, tellement son cerveau analytique se crispe, tu vois, c'est le bon mot, se crispe, sur le problème du mot éternité. Et rien n'en sort. Parce qu'on n'y arrive pas sans notre cœur, sans nos émotions. Voilà pourquoi. Et le conte le montre très très bien. Tiens, l'autre jour, il y avait une de mes étudiantes qui m'avait demandé pourquoi elle n'arrivait pas à prendre des décisions. Elle doit toujours demander à son entourage pour le moindre truc, et puis après, elle a quand même encore du mal à décider. Là encore, la réponse c'est « Connecte-toi à tes émotions, connecte-toi à ton cœur parce que lui, il sait. Et donc tu sais aussi. » Consulter les autres ne doit pas être le premier pas. D'abord, on doit s'interroger et s'écouter soi-même. Une fois qu'on sait au fond de nous ce qu'on veut, ce qu'on souhaite faire, là on peut échanger avec les autres. D'ailleurs, tu vois, dans la langue anglaise, il y a cette jolie expression qui dit tout. Set your heart on something. Heart, c'est le cœur. Et la traduction de cette phrase, c'est avoir un désir de faire quelque chose. Autrement dit, décider que je veux faire ça. Point. Décider avec le cœur. Gerda, elle, décide sans aucune difficulté. Aucune hésitation. Jamais. Tu as remarqué ça? D'abord, elle se connecte à ses sens pour apprendre que Kai n'est pas mort. Tu te souviens? Elle demande aux rayons de soleil, aux oiseaux, à la rivière. Ici, c'est presque de l'ordre du divin. De la foi profonde, elle croit avec tout son cœur, même si elle ne sait pas de façon factuelle que son ami Kai est vivant. Ensuite, elle n'hésite pas une seconde à partir à sa recherche. Elle n'hésite pas une seconde à demander de l'aide. Tout seul, on n'arrive à rien, on le sait ça. Sa bonté, sa force et sa vulnérabilité aussi. Elle est très malheureuse et inquiète pour son ami, donc sa vulnérabilité aussi font que les autres ont envie de l'aider et vont lui ouvrir leur cœur. Et puis, elle est capable de rassembler toutes ses forces pour braver le froid, ce vent glacial qui souffle fort, pour braver le mur de glace de la Reine des Neiges. Autrement dit, le conte nous montre que même dans le royaume de la rationalité, des faux semblants, du conformisme, où on est enjoint de réprimer nos émotions, on connaît bien ça, eh bien même là, notre cœur, notre humanité, le vivant en nous, vont triompher. À quoi d'autre nous servent les émotions? Tiens, déjà, c'est quoi une émotion? On en parle, mais définissons-la. En fait, une émotion, c'est un message que notre corps nous transmet. Oui, c'est un message. Cette émotion nous vient de la façon dont on va percevoir, par exemple, un événement extérieur ou une personne, ou une pensée qui nous traverse la tête. Et là, on va même ressentir cette émotion dans notre corps. Alors, rentrons encore un peu plus dans le détail de comment concrètement ça se passe dans notre corps lorsqu'une émotion surgit. Donc, le corps nous transmet un message avec cette émotion qu'on ressent.
C'est un message chimique qui est véhiculé par des hormones. Il s'agit d'abord de laisser l'émotion nous traverser. Tu sais qu'il faut compter environ 90 secondes, 1 minute et demie, pour qu'une émotion passe. Qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Ça s'applique à la tristesse, à l'angoisse, mais à la joie aussi. Donc, 90 secondes après, on change d'état. On n'est plus dans cette émotion. Si on ne bloque pas le processus, ça passe. Tout se passe bien. Par contre, si on commence à vouloir réprimer nos émotions, à vouloir les combattre, à vouloir tout rationaliser, analyser, là on se met en travers et on bloque. On aggrave tout. On se crispe, on est immobile, raide, tout craque en nous. Je cite encore ce même passage du conte de ce que vit Kai. Ça ne circule plus en nous. Ce qu'il faut faire, c'est tout le contraire. Au lieu de se crisper et réprimer, laissez d'abord l'émotion nous traverser. Après, cette émotion va devoir être décodée pour comprendre le message que notre corps nous transmet. Mais avant, on la laisse passer. Ça doit circuler. On va prendre un exemple et on va le dérouler jusqu'au bout. Alors, suppose, j'ai repensé à une présentation que je dois faire dans une semaine et j'ai déjà le ventre qui se serre. En fait, j'ai la trouille d'aller présenter ce sujet auquel je ne crois pas du tout. Un autre exemple, une autre présentation, et là, c'est tout le contraire. Je sens un regain d'énergie quand j'y pense. En fait, je suis super excitée et contente de présenter ce truc que j'ai créé, que j'adore et que je maîtrise. Ici, on a 2 situations, 2 émotions différentes et 2 messages différents. Dans le deuxième cas, c'est tellement chouette, il n'y a rien à faire. Juste à savourer ce moment avant, pendant et après ma présentation. Ça circule déjà tout seul. Dans le premier cas, il y a un petit challenge. Il y a un message à prendre en compte. Je ne suis pas alignée avec ce que je dois présenter. Et là, il y aura quelque chose à décider. Soit j'accepte cet état des choses, soit je fais une tentative pour améliorer la situation en essayant de réfléchir davantage aux messages de cette présentation pour mieux me les approprier, par exemple. Toujours dans cette deuxième option, je peux aussi essayer de trouver dans ces messages des éléments avec lesquels je suis quand même en phase et tenter de voir le verre à moitié plein. Toujours dans cette solution d'améliorer, je peux, qui sait, adapter mon discours et ajouter ma vision des choses au message officiel. D'ailleurs, souvent des managers dans des grandes entreprises sont amenés à faire ce type d'intervention auprès de leurs équipes pour relayer, des messages corporate avec lesquels ils ne sont pas toujours en phase. Donc voilà, dans une situation comme celle-là, on peut essayer de modifier certains éléments pour rendre l'exercice plus acceptable pour nous. Et puis nous avons la troisième voie, et après il n'y en a pas d'autre, il y a 3 voies, c'est de quitter, renoncer. Je peux décider que je ne ferai pas cette présentation parce qu'elle est contraire à mes valeurs. Mes émotions me l'ont bien montré. Voilà, point. Merci, au revoir. C'est une illustration peut-être simpliste, mais pratique de comment on prend nos décisions basées sur les messages que notre corps nous envoie. On écoute et on agit en fonction. Savoir écouter, décoder nos émotions et agir en conséquence. Mais c'est ça l'intelligence émotionnelle. On en parle, mais en fait, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Alors pour écouter nos émotions, il faut être connecté à soi. Dans le conte, Gerda, elle incarne parfaitement cet être connecté. Elle sait écouter son cœur, elle ressent les choses très profondément. Elle pleure, elle rit, elle vibre avec la vie. Elle prend des décisions avec son cœur, on l'a dit tout à l'heure. Et ça lui donne une force incroyable. La femme du Nord a dit, souviens-toi, « Je ne peux lui donner un pouvoir plus grand que celui qu'elle a déjà. » Et la force de Gerda réside dans son cœur. Tu sais que le cœur émet des vibrations 100 fois plus puissantes que les vibrations du cerveau, par exemple. Ça a été mesuré et la neuroscience a démontré que lorsque la personne est connectée émotionnellement à son cœur,
et il irradie littéralement. En fait, son cœur émet des vibrations extrêmement puissantes. Et donc, la personne qui irradie comme ça, mais elle va forcément attirer les autres vers elle. Gerda n'a aucun mal à attirer les autres à elle et à se procurer leur aide. C'est réellement un super pouvoir. Voilà. Je te propose de réfléchir à tes émotions. Voici un exercice en 4 étapes, très pratique et concret, pour développer ton intelligence émotionnelle. On va se concentrer sur des émotions négatives parce que c'est ce qu'il y a de plus challengeant. Premièrement, lorsque tu ressens une émotion désagréable, ne la réprime pas, ne la combats pas, laisse-la te traverser sans intervenir. Souviens-toi, on a dit 1 minute et demie. Juste accepte, laisse faire. Si tu fais ça, quelques minutes après, l'émotion aura disparu. Deuxième étape. Pendant que l'émotion te traverse, écoute ton corps. Observe tes sensations. Peut-être que tu ressens de la nausée, peut-être que tu as chaud au visage, peut-être que tu as des jambes en coton et des fourmis dans les extrémités. Observe tout ça, accepte-le, respire. Troisième étape. Seulement maintenant, pose-toi la question, quel message cette émotion a voulu te délivrer? En quoi cette situation est en désaccord avec toi, avec tes valeurs, ton toi profond, ton cœur? On est dans l'émotion négative, tu te souviens. Si tu ressens cette émotion, c'est que ton corps et ton cœur n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Ok, tu observes. Et la dernière étape, pour finir, écoute la décision qui se dessine. Alors j'insiste sur le terme « se dessine ». Parce qu'on ne va pas forcer une décision. Oublie la tête pour un moment, ferme le mental et décide avec ton cœur. Tu analyseras tout après. Après, tu pourras raisonner, calculer, mentaliser et puis consulter les autres aussi, pourquoi pas. Mais d'abord, pour cette fois, écoute ce que dit ton cœur, ne force aucune décision. La décision doit se dessiner. Voilà les 4 étapes. Ça paraît simple, mais évidemment, dans la vraie vie, ça n'est pas toujours aussi simple que ça. Par contre, c'est comme un muscle. Plus tu feras cet exercice, plus il deviendra naturel pour toi. Mais il suffit de commencer et après, c'est la discipline. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau compte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son compte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton compte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.